Il est 12 heures à Lomé au Togo, 14 heures à Pretoria en Afrique du Sud et 13 heures à Libreville au Gabon, d'où nous émettons. Madame, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Canal 7 pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec cette actualité brève et en images au Burkina Faso. Justement, en rapport avec l'affaire Thomas Sankara, on compte désormais 15 jours que les populations restent en attente des résultats des expertises ADN. Il y a 2 semaines, les dépouilles supposées de Sankara et de ses frères d'armes tués en 1987 ont été exhumées du cimetière. Pour le moment, les comparaisons avec l'ADN de proches de l'ancien président sont plus longues que prévu. Un silence qui inquiète énormément les citoyens burkinabés. Restons en politique. Au Niger, à moins d'1 an de la présidentielle, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Niamey contre le régime. Ils accusent le pouvoir en place d'étouffer les libertés et d'avoir une mauvaise gestion du pays. Abdulaziz Maïga pour le point. Au Niger, c'est la grogne. Pendant 2 heures, des milliers de protestataires, majoritairement des jeunes qui répondaient à l'appel de 38 associations locales, ont battu le pavé contre le régime de ce pays ce samedi à Niamey. À bas le gouvernement, à bas Bolloré, à bas Arriva, la patrie ou la mort nous vaincrons, tel était l'écrit des manifestants qui ont exprimé leur mécontentement général dans la gestion du Niger par les autorités en place. Pour Moussa Tchangari, l'un des organisateurs de la marche, c'est un ras-le-bol général. En forme de ras-le-bol général par rapport à la façon dont ce pays est géré par les autorités en place. Une gestion catastrophique dont on voit les conséquences sur tous les plans. D'abord sur le plan de la souveraineté nationale qui est aliénée puisque le Niger accueille maintenant des bases militaires françaises, des bases militaires américaines, etc. dans le cadre soi-disant de la lutte contre le terrorisme. Pour d'autres, les libertés semblent être étouffées. Nous sommes là également pour dénoncer la manière dont le gouvernement gère la question énergétique. Tout le monde a constaté que chaque année, on parle de milliards investis pour résorber les difficultés d'approvisionnement régulier en énergie. Et chaque fois, c'est les entreprises qui doivent faire les frais de ces coupures intempestives. Nous sommes aussi très mécontents face au refus du gouvernement de répondre à l'exigence et à la demande du peuple qui consiste à réduire le prix à la pompe sur les hydrocarbures. Nous sommes pays pétrolier, nous produisons du pétrole et le prix à la pompe est aujourd'hui plus cher qu'il n'y a 4 ans. Depuis des semaines, les syndicats des commerçants nigériens demandent l'annulation d'une convention signée en 2014 accordant au groupe français Bolloré le monopole de la manutention des 2 plus importants entrepôts de douane à Niamey, monopole qui a engendré une hausse significative des taxes. À moins d'1 an de la présidentielle, les protestataires ont également décrié une décision du gouvernement d'augmenter le nombre des députés de 113 à 171 en 2016. Direction le pays de Nelson Mandela après la polémique autour de l'aménagement luxueux de la résidence privée de Kongla du chef de l'État sud-africain Jacob Zuma. La semaine dernière, l'actuel président de la République a obtenu une augmentation de 5% de son salaire présidentiel, une décision qui soulève l'indignation de l'opposition suivant ce reportage. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma bénéficie du Parlement une augmentation de 5% de son salaire qui permet de rajouter 9 200 €, soit plus de 6 millions de francs CFA. Cette décision découle des recommandations de la Commission pour la rémunération de la fonction publique qui avait préconisé des augmentations de salaire de 5 à 6% pour les hauts fonctionnaires, les ministres et le président. Ce sont 200 parlementaires sur les 400 membres de l'Assemblée nationale qui ont accepté de valider cette révalorisation des salaires. Au Parlement, l'opposition a fait entendre son indignation. Pour le chef de l'Alliance démocratique, Memsi Maïmane, le chef de l'exécutif a déjà reçu 100 ans d'avance sur son salaire avec les aménagements de sa résidence de Kandla qui avait coûté aux contribuables 18 millions d'euros, soit plus de 11 milliards de francs CFA. Les voix discordantes qui s'élèvent dans tout le pays s'inquiètent sur la situation socio-économique avec un taux de chômage qui est évalué à 25,5%, soit une hausse de 0,3 points. Une situation selon l'opposition qui devrait amener le régime au pouvoir à une réflexion profonde.
Désormais, le salaire annuel de Jacob Zuma s'élève à 195 000 € par année, soit 127 millions de francs CFA, un montant qui confirme la place du président sud-africain dans le top 5 des chefs d'État les mieux payés au monde. La suite de ce journal avec cette actualité privée en images qui concerne la Libye. L'Égypte, l'Algérie et l'Italie ont appelé dimanche à une solution politique au conflit qui déchire ce pays à la veille de la reprise sous la conduite des Nations Unies des négociations entre parlements libyens rivaux pour parvenir à un accord sur un gouvernement d'union nationale plongé dans le chaos depuis la chute en 2011 du guide libyen Muammar Kadhafi et déchiré par des combats entre milices lourdement armées. La Libye est divisée entre deux autorités qui se disputent le pouvoir et doit en plus faire face à la montée en puissance du groupe État islamique. Au nord du continent africain, en Tunisie, suite à deux violences entre habitants et forces de l'ordre, un couvre-feu a été décrété vendredi soir à 12 sur fond de tensions sociales, mais aussi de défis économiques et terroristes. Le gouvernement tunisien reste inflexible. Voilà un reportage qui porte la voix d'Abdulaziz Maïga. Après des violences sporadiques entre habitants réclamant des emplois et forces de l'ordre, la tension sociale reste palpable dans le sud de la Tunisie, mais aussi dans la région de Gafsa, à l'intérieur du pays. Face à ces contestations, le gouvernement tunisien est resté strict et a annoncé vendredi un couvre-feu pour les personnes et les véhicules dans la ville de Douze, devenue un foyer de tension. Interrogé sur la question sociale au Parlement lors d'une plénière consacrée à la présentation du bilan du travail de son équipe 100 jours après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre tunisien Habib Essid s'est montré implacable. Outre la grogne sociale, Habib Essid a affirmé que son pays est menacé par le danger du terrorisme et que la situation économique est difficile. Le phénomène du terrorisme figure en tête des défis. Il vise à perturber la sécurité de notre nation et sa stabilité. Il vise aussi à propager le chaos et à porter atteinte à l'économie nationale et à perturber la dynamique du développement. Le gouvernement a fait face à une situation économique et financière qui s'aggrave d'une année sur l'autre. Ceci s'est manifesté notamment sur la faible croissance, l'accroissement de la crise des finances publiques et la gravité de la situation financière de la majorité des entreprises et institutions publiques. Il y a 4 ans, la Tunisie a connu une révolution largement motivée par la misère et le chômage. Depuis, les gouvernements qui se sont succédés se sont tous engagés à réduire les inégalités régionales et le chômage, mais l'économie tunisienne reste en difficulté et les revendications sociales sont nombreuses. Direction l'Algérie avec cette actualité privée en images. Le procès d'anciens dirigeants du groupe pétrolier public algérien Sonatrach au centre d'un vaste scandale de corruption a été reporté dimanche peu après son ouverture en raison de l'absence de plusieurs témoins clés. 15 personnes et 4 sociétés dont des compagnies italiennes et allemandes sont jugées devant la cour criminelle d'Alger. Ils sont poursuivis notamment pour association de malfaiteurs, détournement de fonds publics, blanchiment et corruption dans le cadre des marchés conclus de gré à gré avec des compagnies étrangères. Économie pour la suite de ce journal, les acteurs de référence dans les secteurs de la banque et de l'assurance sur le continent africain, Saham et Financecom, ont décidé de sceller une alliance stratégique dans le but de mettre en commun leurs compétences et d'accélérer leur expansion dans le secteur des services financiers en Afrique. Judith Guindo. Les alliances stratégiques entre grandes entreprises pour conquérir l'Afrique se multiplient. Le dernier partenariat en date a été celui conclu entre les groupes marocains Financecom et Saham, acteurs de référence dans les secteurs de la banque et de l'assurance sur le continent africain. Ces opérateurs ont décidé de sceller une alliance stratégique dans le but de mettre en commun leurs compétences et d'accélérer leur expansion dans le secteur des services financiers en Afrique hors Maroc. Une alliance qui sera matérialisée par la création d'une structure juridique détenue à parité par les deux groupes. Selon les deux groupes, cette entité sera dédiée principalement au développement commun et à la coordination de plateformes métiers présentant les synergies les plus fortes. La conclusion de cette alliance stratégique viendra renforcer l'offre de services financiers dans le cadre d'une approche de co-développement. Elle démontre une nouvelle fois l'engagement des deux groupes à s'investir pleinement dans le développement du continent africain.
De même, elle représente un potentiel significatif de création de valeur pour les deux partenaires. Leur complémentarité dans les domaines bancaires, assurances et services financiers, ainsi que les perspectives de synergie industrielle, plus particulièrement dans la banque assurance, font de ce partenariat un atout non négligeable. Un mot de santé dans ce 13h en Guinée. Les populations refusent toujours d'accepter la maladie Ebola. Plusieurs réticences dans certaines zones où les malades sont encore cachés refusent l'assistance des organisations sanitaires en charge de lutter contre l'épidémie. Léa Hadsam. Au cours des 21 derniers jours, certaines localités ont enregistré des nouveaux cas d'infection d'Ebola. En revanche, les populations qui ne croient pas en l'existence de la maladie continuent à se cacher et à refuser l'assistance des organisations sanitaires en charge de lutte contre l'épidémie. Quand il y a de nouveaux foyers, on est généralement exposé à deux choses. C'est d'abord la peur qui entraîne la désinformation et donc ça crée une situation inconfortable. Et la plupart du temps, cela se manifeste par des actions de violence. Les agents de santé et ceux de la Croix-Rouge ont été violemment pris à partie dans plusieurs localités du pays où ils ont été accusés de contaminer volontairement les populations. Il y a des réticences accompagnées de violence, ce qui est grave. Mais il y a aussi des réticences où il n'y a pas de violence, ce qui est souhaitable. Parce qu'on discute et on voit si on peut se comprendre. Là, on travaille suivant la force des arguments. Mais quand c'est la violence accompagnée maintenant et les réticences, accompagné de violence, ça c'est très très grave et ça affecte beaucoup plus les volontaires, les travailleurs humanitaires, même la communauté. Ça crée vraiment une situation inconfortable dans le cadre du travail. Rappelons que la réticence des populations guinéennes face à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola pourrait expliquer la naissance de nouveaux foyers, contredisant ainsi l'engagement des pouvoirs publics d'arriver à 0 cas en 60 jours. Nous ouvrons la page environnementale de ce journal. La lutte contre le braconnage ne faiblit pas au Gabon où les attaques contre les éléphants se multiplient tout autant. 5 arrestations récentes ont démontré une nouvelle fois l'ampleur du massacre qui menace les pachydermes. Sans Paronba. Le massacre des éléphants ne s'arrête plus au Gabon où les chiffres montrent bien la diminution du nombre de pachydermes avec un risque réel de voir l'espèce disparaître totalement dans 25 ans des forêts et savanes gabonaises. 5 arrestations opérées par les services des eaux et forêts et la gendarmerie avec le concours de l'ONG Conservation et Justice ont eu lieu dans le nord et l'est du pays en moins de 10 jours. D'abord dans le Wolintème où 2 braconniers d'éléphants de nationalité gabonaise ont été arrêtés en possession de 10 kg d'ivoire près du district de Sam par les agents de la brigade de gendarmerie de cette localité. Quelques jours plus tard, 3 nouvelles arrestations de trafiquants d'ivoire ont eu lieu à Mekambo dans la province de Logwe-Vindo. La brigade du B2 de Makokou, en collaboration avec les eaux et forêts de la province, du parc de Moigna et de l'ONG Conservation et Justice, ont permis de mettre la main sur le réseau de trafiquants d'ivoire d'Aboubakar Sadili, qui était alors connu des habitants du département de l'Azadier comme un grand commerçant. Les 3 hommes ont été arrêtés jeudi dernier en possession de 2 points d'ivoire d'éléphant, de 2 calibres 12 simplex et d'une carabine 375. Le code forestier gabonais indique que la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces intégralement protégées sont interdits et les infractions vis-à-vis de ces espèces sont punies de 3 à 6 mois de prison avec des amendes allant de 100 000 à 10 millions de francs CFA. Des peines qui ont souvent du mal à être appliquées et qui, compte tenu de l'amplification du phénomène de braconnage, ne sont pas vraiment dissuasives. En effet, dans les pays voisins, les sanctions sont beaucoup plus fortes au point que le Gabon attire différents trafiquants d'ivoire et autres produits. Toujours en environnement avec cette actualité brève et en images après le continent européen et américain, sinon les continents européens et américains, le continent africain par le biais de l'Afrique du Sud est à son tour touché par la disparition des abeilles indispensables pollinisatrices d'un grand nombre d'espèces végétales nécessaires à l'alimentation humaine. C'est une épidémie de langue américaine, une maladie mortelle pour les ruches qui est en train de faire des ravages pour la première fois dans l'histoire récente du pays. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information.
De l'environnement au tourisme, à moins d'une heure de route d'Abidjan, l'ancienne ville coloniale de Grand Bassam semble sortie d'un autre siècle. Le poids de l'histoire se fait sentir dans la cité qui fête son centenaire cette année. Cette ville qui fut la première capitale de la Côte d'Ivoire et qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO vient d'entrer dans une série de festivités. Le reportage de nos confrères de l'AFP. À moins d'une heure de route d'Abidjan, la vieille ville de Grand Bassam semble sortie d'un autre siècle. Le poids de l'histoire se fait sentir dans la cité qui fête son centenaire cette année. Si certains bâtiments coloniaux tombent en décrépitude, l'ancienne capitale historique de la Côte d'Ivoire veut protéger son passé. On a été la première capitale, on a été la première commune. Il faut retenir que Bassam également est la première ville. Et pour l'instant, la seule ville de Côte d'Ivoire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la ville, les noms des colonisateurs sont encore bien visibles. Véritable vestige historique, Bassam assume totalement l'héritage laissé par la présence française. Il faut ressusciter la ville de Bassam à travers l'histoire qu'elle a connue. On doit assumer le fait qu'on a été, je veux dire, l'ancrage de l'histoire coloniale de notre pays. Demeurer la mémoire tout en incarnant le futur, c'est le défi que s'est lancé la ville. Bassam accueillera une zone franche centrée sur les nouvelles technologies, une petite Silicon Valley à l'ivoirienne qui devrait redorer le blason de la ville selon le roi de la région. Aujourd'hui, nous avons de grands projets pour que Bassam redevienne un centre de développement important comme il avait été au début de la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Avec sa situation géographique idéale et ses longues plages au bord de l'Atlantique, la ville de Bassam a tous les atouts pour devenir un haut lieu du tourisme ivoirien. Et le roi compte sur ses habitants pour encourager le développement de la cité. C'est surtout parce que ce peuple de Nzema, de Grand Bassam, a toujours été ouvert, accueillant, hospitalier. Et ce caractère-là, nous entendons le garder. Une digue va être construite pour stabiliser l'érosion marine qui menace le littoral de Bassam, de quoi rassurer les habitants de la ville au manguier centenaire. Sport à présent, Phoenix Rugby Club de Libreville a arraché le titre de champion au Racing Club du Gabon, vainqueur sortant de l'édition précédente après s'être qualifié pour la finale de la deuxième édition du Challenge du rugby Jean-Pierre Julia. Phoenix Club a donc remporté le sacre de ce championnat en battant Racing Club du Gabon 8-6. Les détails avec Michel Zuey. La finale de la deuxième édition du Challenge de rugby Jean-Pierre Julia a finalement permis au Rugby Club de Libreville d'être sacré champion du Gabon après sa victoire remportée le samedi 6 juin dernier face au Racing Club du Gabon au stade Erco 15 de Vendo. Menés de bout en bout durant les deux mi-temps par leurs adversaires, les champions en titre sortant de l'édition 2014 se sont inclinés lors de la grande finale sur un score de 6-8 et ont vu leurs homologues de Rugby Club de Libreville leur arracher la première place du podium et mettre fin à leur règne en présence d'un public venu nombreux. Un exploit qui a suscité l'explosion de joie et expression de fierté. J'ai été ému d'abord par mes joueurs, par mon coach, par mon président qui nous soutient partout. Et vraiment de Dieu, le match a été difficile, mais on a pu arracher cette victoire. Au vu de leurs prestations sur le terrain, le Racing Club du Gabon, qui avait été vainqueur l'année dernière face à la GR, n'a pas démérité. D'ailleurs, les dirigeants, bien que conscients que leurs poulains ont failli à leur mission, ne semblent pas déçus. On va oublier cet incident. Et non, si, on est très fiers. Et je suis très fier de ce qu'ont réalisé mes joueurs. Notamment, la plupart d'entre eux étaient à Pointe-Noire il y a encore 15 jours avec un gros championnat où ils ont été très sollicités au niveau des impacts physiques. Donc je suis très fier ce soir qu'ils aient au moins pu être en forme et accomplir ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Ouais, c'est une saison magnifique. Pour une première saison, c'est une réussite pour nous. Nous avons terminé le championnat le 4 avril dernier avec la victoire de Rugby Fond au stade d'Angondji. Là, nous terminons la saison, nous clôturons la saison avec ce challenge Jean-Pierre Julia, qui est la deuxième édition. A noter que la cérémonie de remise de médailles aux deux finalistes et le trophée aux champions en titre a été effectué par le président du comité national olympique, Léon Louis Folquet.
Le rendez-vous de la nouvelle saison a été donc fixé pour mi-septembre prochain. Pour la rubrique 7 en plus, c'est le fait politique de l'émission hebdomadaire de la rédaction de Canal 7, le 77 News présenté par Carnou Atomengue, assisté par Michel Épée. Le sujet évoqué était lié au rapport du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a justement estimé que le procès de Karim Wade était entaché de nombreuses irrégularités. Je vous propose de suivre leurs échanges juste après cette transition. La détention de Karim Wade est arbitraire selon l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. La décision date du 7 mai, mais elle a été notifiée officiellement lundi, donc en début de semaine, aux avocats de la défense de Karim Wade, condamné à 6 ans de prison ferme en mars dernier. Le groupe de travail de l'ONU demande donc au Sénégal, je cite, prendre les mesures nécessaires pour remédier au préjudice subi en prévoyant une réparation intégrale. Michel Épée, Karim Wade et son père, peuvent-ils s'attendre à cette réparation de la part du gouvernement sénégalais? Trois choses importantes. La première, c'est déjà un camouflet, même si Dakar minimise, en disant effectivement que la justice sénégalaise et son exécutif sont souverains. Il est rare que les Nations Unies s'immiscent ainsi dans de la politique intérieure d'un État, et je crois que le rapport est clair là-dessus. Il a relevé 2 faits majeurs, à savoir effectivement que les procédures étaient entachées d'irrégularité et que la décision même qui condamnait Karim Wade à 6 années de prison n'en était pas en moins. Alors, la question est donc de savoir aujourd'hui que valent les décisions des Nations Unies ou les commentaires par rapport. Je veux dire simplement que nous sommes dans un contexte où les Nations Unies, depuis de nombreuses années, ont acquis une espèce de magistère moral. C'est-à-dire qu'au-delà de la force tribunicienne, ce qu'il faut souligner ce soir, c'est effectivement que longtemps encore, on pensait que l'affaire Karim Wade, c'était un débat sénégalais. Et pour la première fois, une instance internationale, je vais citer les Nations Unies, s'immisce dans cette affaire. Donc c'est dire que soit le lobbying WA a payé, soit effectivement l'ensemble des observateurs impartiaux se sont rendus compte effectivement que c'était un procès politique et non plutôt une affaire de droit pénal tout court. Alors Dina Koussou, c'est vrai qu'on parle là du terrain juridique, du terrain judiciaire au terrain politique, mais sur le plan judiciaire, est-ce qu'un commentaire de l'Organisation des Nations Unies qui a commis un groupe de travail pour vérifier la légalité de ce procès, est-ce que le commentaire de l'Organisation des Nations Unies est à même d'amener les autorités sénégalaises à casser cette décision? Écoutez, il faut déjà souligner que dans tout pays, il y a une justice et cette justice devrait être souveraine et autonome. Alors, de ce point de vue, je comprends bien la position des autorités sénégalaises quand elles parlent qu'en réalité, le seul avis qui compte, c'est l'avis des juridictions sénégalaises. Mais à côté, lorsqu'on a ratifié certaines chartes dans des organisations internationales, notamment les Nations Unies, on se rend bien compte qu'une décision comme celle-là pourrait justement influencer la position des autorités de Dakar. Parce que, comme le disait Michel Épée tout à l'heure, on pensait au départ que c'était une affaire sénégalo-sénégalaise. On se rend compte aujourd'hui qu'avec l'émission des Nations Unies, on comprend que le problème prend vraiment de l'ampleur. Pourquoi? Parce que c'est un groupe de travail qui regarde des questions de détention arbitraire, qui se prononce sur un procès qui est qualifié par le Parti démocratique sénégalais, donc le parti de Maître Abdoulaye Wade, comme étant un procès politique. Vous comprenez tout de suite que si les instances
internationale se saisisse de cette question, c'est qu'il y a réellement un problème. Et moi, je suis tentée de croire que la décision, sinon l'avis prononcé par les Nations Unies via le groupe de travail pourrait avoir un impact. Et Macky Sall, qui est un démocrate accompli au regard de tout ce qu'on a toujours vu, au regard de ses différents slogans, au regard de son action sur le territoire sénégalais, pourrait, s'il ne réagit pas, voir son image être entachée. Macky Sall pourrait s'en trouver incommodé. Michel Épée, justement, est-ce que l'image de Macky Sall aujourd'hui, l'image du démocrate accompli, comme disait Dina Koussou, l'image du Sénégal qui est aujourd'hui le premier de la classe en matière de principes démocratiques sur le continent, cette image ne peut-elle pas être écornée aujourd'hui au regard des commentaires du groupe de travail des Nations Unies? Mais écoutez, je pense que le risque a été grand pour le gouvernement de Macky Sall d'avoir tout de suite tenté de croiser le fer avec Karim Wade et son père sur le plan judiciaire. Et le risque était grand pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord que lorsque effectivement on arrive au pouvoir et dû dans des conditions où il a été, et qu'on s'attaque à son prédécesseur est assez rejetant. Et que effectivement le procès mis en branle donne l'impression qu'il a été créé ex-nihilo par rapport à un adversaire politique. Il faut beaucoup de subtilité, d'impartialité pour que les personnes effectivement qui commanditent ce type d'affaires ne soient pas interpellées par rapport à un arbitraire. Et il se trouve donc malheureusement pour Macky Sall et sa justice, et malheureusement aussi pour l'ancien président de la Commission internationale des droits de l'homme, c'est-à-dire le ministre de la Justice, Maître Kaba, que la justice a été, le procès a été entaché de beaucoup d'irrégularités. La deuxième chose qui interpelle aussi par rapport à ce procès est le fait effectivement que toutes les procédures qui ont été mises en place ont donné l'impression qu'il y avait un acharnement vis-à-vis du justiciable qui est Karim Wade. Et que l'instrumentalisation de cette affaire a des fins politiciennes, déjà par le parti au pouvoir et effectivement l'exécutif actuel au Sénégal, et l'habileté manœuvrière de Maître Wade, qui depuis le départ, il ne faut pas oublier qu'il est d'abord avocat, a politisé cette affaire à dessein. Donc le groupe des Nations Unies qu'a évoqué Dina Koussou tout à l'heure, qui s'en est fait l'écho en disant effectivement qu'il y avait eu de nombreuses irrégularités et que la peine qui avait été prononcée était extrêmement, n'était pas en adéquation avec les charges qui pesaient sur le prévenu, pourrait effectivement affaiblir le crédit dont jouissait Macky Sall et son ministre de la Justice. Un affaiblissement de crédit qui avait été observé très matinalement, parce qu'on a bien vu lors de l'organisation de cette rencontre de la francophonie à Dakar, Macky Sall avait eu à cœur de rassembler sur un seul podium, un même podium, 3 présidents sénégalais, 2 anciens, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, et Macky Sall. Eh bien, Abdoulaye Wade avait proprement refusé cette invitation, arguant du fait qu'il ne peut pas se mettre à côté de quelqu'un qui détient arbitrairement son fils. Et effectivement, Macky Sall lui-même a rédigé une correspondance à l'endroit de l'ancien secrétaire général de la francophonie, en la personne de Abdou Diouf, en lui disant qu'effectivement il était aussi détenu de façon arbitraire. Et c'est donc un lobbying, comme vous le disiez tantôt, qui a été organisé par Maître Abdoulaye Wade et les siens, qui aujourd'hui est en train de payer, de donner ses fruits. C'est exactement, j'ai envie de dire, la stratégie qu'a voulu utiliser Maître Abdoulaye Wade. Et vous comprenez très bien, cette réaction, moi, ne me surprend pas, parce que Macky Sall, comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un aujourd'hui qui incarne de nouvelles valeurs pour l'Afrique, des valeurs de justice, d'équité. Donc une réaction contraire, moi, m'aurait réellement déçu. Heureusement, il a bien compris que lorsqu'on retient quelqu'un arbitrairement, et lorsqu'on respecte les institutions juridiques, il vaut mieux prendre ses responsabilités en posant le problème tel qu'il est, donc libérer la personne et faire constater, et s'il y a dédommagement, que le dédommagement soit fait.
À noter. C'est sur le fait politique de l'émission 77 News que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.